Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne parce qu'on va vous produire des vidéos régulièrement sur la technologie, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies et la finance, l'investissement. On va décrypter un peu l'actualité, on va essayer de comprendre le monde qui vient et pour nous donner des opportunités d'investissement, des opportunités de compréhension du monde qui arrive. Alors j'aimerais tout de suite commencer par le fameux bear market. Ça y est, c'est officiel, vous voyez. Bravo à vous tous qui avez survécu le plus long bear market de l'histoire. Donc c'est le marché baissier du Bitcoin qui est là depuis, vous voyez, il a commencé. Alors on nous donne la date maintenant, on est à 490 jours. Donc c'est un nouveau record, 490 jours de baisse continuelle du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Le précédent bear market le record était de 353 jours, vous voyez, c'est ici. Je vous le mets en grand. Et ça nous rappelle que le Bitcoin est un marché cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des phases de hausse, des phases de baisse, qui sont maintenant très bien identifiées. Ici, vous voyez depuis 2018 les phases de hausse. Ça, c'est les deux plus grands pics de l'année 2021. Et ici, bien sûr, la chute, ça, c'est le bear market, donc toute la phase baissière. Et ça remonte depuis janvier de cette année. On est maintenant remonté à 30 000 $. Vous le savez, l'événement très attendu qui va relancer un nouveau cycle, ça va être le halving. Donc le halving, c'est la diminution par 2 de la récompense Bitcoin pour les mineurs. Donc ça, c'est attendu pour avril 2024. Et ça va signifier le début d'une prochaine hausse. En tout cas, c'est ce qui est attendu. C'est ce qu'on a constaté dans le passé. Maintenant, on verra les performances futures. Pas de conseils en investissement. Faites vos propres recherches, bien sûr. Mais ici, on vous donne des clés pour comprendre le phénomène cyclique du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est quelque chose de très important à comprendre. Sachez que les manipulations de marché sont toujours liées à ces cycles qui sont souvent bien étrangers chez les particuliers, les individus qui investissent pour la première fois et qui ne connaissent pas ces cycles. Et ils se font manipuler par les grands acteurs des institutions en général ou les grands acteurs de ce marché-là qui, eux, comprennent les cycles et qui utilisent ces cycles pour vous faire peur et vous faire vendre au mauvais moment et vous faire acheter quand il ne faut pas acheter. Donc on y reviendra, je vous mettrai en garde là-dessus. On va étudier ça de près cette année. Mais déjà, première grosse constatation et je dirais bonne nouvelle, c'est que ça y est, le marché baissier, le bear market est réellement terminé selon toutes les analyses. Il faut être prudent, il ne faut pas non plus se précipiter, mais je pense que c'est une information importante. Ici, vous voyez aussi très important, des géants de Wall Street lancent EDX Market, qui est une nouvelle plateforme de négociation des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et bien, en fait, ils veulent faire le travail des exchanges. Précédemment, jusqu'à aujourd'hui, quand on veut acheter de la crypto, on passe par un exchange. Les plus connus sont Binance, Kraken, Crypto.com, etc. Et au début, vous voyez, tous ces exchanges-là sont stigmatisés par les banques, stigmatisés par la Banque centrale, les institutions, en disant ce sont des sociétés dont il faut se méfier. Évidemment, il y a eu la faillite de FTX qui a marqué les esprits. Mais on pensait que surtout les Américains voulaient taper sur les crypto-monnaies. Pas du tout. En fait, ils veulent que Wall Street reprenne le contrôle, ou plutôt prenne le contrôle du marché, du secteur des crypto-monnaies. Et ils le font de manière très claire, sans dissimulation, en créant carrément une plateforme crypto qui s'appelle EDX Market. Vous voyez, on retrouve Schwab, on retrouve Fidelity Digital, Citadel, etc. Donc on retrouve les plus gros acteurs de Wall Street qui n'hésitent pas du tout à vous proposer de la crypto. En tout cas, dans les prochains mois, ce sera fait. Et ils vous diront bien sûr que ce sera ultra sécurisé, très régulé, que vous ne risquez rien, etc., etc. Et donc, ils sont en train de manger des parts de marché, des gros exchanges. Donc, je dirais que la bonne nouvelle en tant qu'investisseur, c'est que ça va participer au développement fulgurant de la crypto-monnaie, bien sûr. Les gens vont pouvoir investir de manière sécurisée et sans se préoccuper trop de savoir si leur plateforme crypto est safe ou pas. Mais après, pour la décentralisation, pour l'esprit de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est évidemment quelque chose qui est assez contestable, mais clairement, Wall Street fait un pas de plus vers les crypto-monnaies ici, au moment où le gendarme de la bourse américaine est en train de taper de manière très dure sur les acteurs traditionnels de la crypto. Donc ça, c'est quelque chose à suivre et surtout, il ne faut pas se laisser manipuler non plus par les messages que vous envoient les médias. Les médias aussi aiment bien faire tourner la tête de tout le monde en disant on ne sait pas exactement trop où on va. Mais nous, ici, on sait très bien où on va. On va vers une adoption massive
des crypto-monnaies. Après, il faut voir plus finement lesquelles vont rester, lesquelles vont disparaître. Mais clairement, ce secteur doit être compris. Il faut rentrer dans ce secteur, même petit à petit, mais en tout cas, comprendre les enjeux qui sont associés à la crypto-monnaie. Ici, vous voyez, il y a une news importante de la Chine, qui est que Hong Kong veut concurrencer les deux gros stablecoins avec son propre stablecoin. Alors, retour sur un stablecoin, parce que c'est une question qui revient souvent auprès de quand j'ai des apprenants, ils ne comprennent pas vraiment le stablecoin. Le principe est simple, c'est un stablecoin, une crypto, donc c'est une crypto stable qui vaut toujours $1. Ou mettons 1 euro, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les stablecoins sont surtout sur les dollars. Donc une crypto égale $1, ce qui n'est pas du tout le cas des crypto-monnaies traditionnelles qui sont volatiles. Par exemple, l'Ether vaut il y a quelques mois $1 000, maintenant $1 800, donc c'est très volatile. Alors qu'une crypto stable vaut toujours $1. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de se dire, j'ai une crypto-monnaie qui n'est pas volatile, qui vaudra toujours $1, donc je peux par exemple sortir mes bitcoins, vendre mes bitcoins, vendre mes Ethers. Je peux les vendre, au lieu de les sortir et de les vendre en euros, qui devient un événement fiscal, donc qui devient taxable, je peux les sortir, donc les vendre en stablecoin. Par exemple, quand j'ai fait 1 000 € ou $1 000 de plus-value sur le bitcoin parce qu'il est monté, au lieu de prendre vos 1 000 € de plus-value, au lieu de les prendre en euros, et donc d'avoir un événement taxable, prenez-les en stablecoin. Donc, vendez vos bitcoins ou vos Ethers en stablecoin, donc typiquement l'USDT ou l'USDC. Et comme ça, vous aurez un événement non taxable. Encore aujourd'hui, en tout cas, ça pourrait changer, mais au moins vous sécurisez votre plus-value. Mais si vous n'avez pas besoin de dépenser cet argent pour aller faire des courses, par exemple, alors ne les sortez pas en euros. Sortez-les en stablecoin. C'est l'énorme avantage des stablecoins. Ça fait partie de l'écosystème crypto, c'est même la pierre angulaire de l'écosystème crypto. Et ici, vous voyez que les deux grands acteurs des stablecoins, c'est l'entreprise Tether, ça c'est le T, donc USD c'est US dollar, hein. Le T c'est Tether, c'est l'entreprise privée, et le C c'est Circle, enfin c'est Coin, mais c'est Circle qui le produit, c'est le dollar stablecoin fait par Circle. Donc ce sont les deux grosses entreprises privées qui font des stablecoins aujourd'hui, très réputées, et vous voyez que Hong Kong veut concurrencer ces entreprises américaines qui font du stablecoin. Pourquoi la Chine veut faire ça ? Parce que la Chine veut proposer des services crypto au monde entier. Et pourquoi pas, je dirais que c'est une initiative, moi, qui m'intéresse, parce que je n'ai pas tout le temps envie d'avoir mes stablecoins, je dirais, produits par des entreprises américaines. J'aimerais bien explorer d'autres types d'entreprises qui font des stablecoins. Et puis, on a eu parfois des histoires avec Tether. Alors, il faut savoir comment on produit un stablecoin. Vous donnez $1 en banque, donc vous donnez $1 à l'entreprise Tether, qui va le mettre dans un coffre, et Tether va vous produire une crypto, un token, qui va représenter ce dollar. Donc c'est un dollar, c'est l'équivalent du dollar que vous avez déposé et qui est en token. Ce token, ensuite, vous allez le garder dans votre wallet et vous allez pouvoir soit l'échanger, soit l'utiliser, soit vous pouvez très bien, 1 an plus tard, par exemple, rendre le token à Tether et demander votre dollar. Tout simplement, vous voyez, c'est vraiment un échange 1 pour 1. C'est un exchange aussi, c'est un échange de monnaie fiat contre une crypto. Donc ça, c'est vraiment à suivre. J'aimerais passer maintenant à l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet très très important. Ici, je prends mon téléphone, c'est une application qui s'appelle Autopilot. Je vous montre comment ça marche et c'est très intéressant. Donc vous avez Autopilot explore les portefeuilles, alors les portefeuilles actions cette fois. On sort un peu de l'environnement crypto. Et vous voyez, ça c'est Jim Cramer qui est, je dirais, un présentateur télé aux États-Unis. Et c'est inverse Cramer. Donc, tout ce que Cramer propose en action, eh bien, on propose d'acheter l'inverse. Ici, c'est le portfolio de ChatGPT. C'est ça que je voulais vous montrer. ChatGPT va acheter lui-même les actions qu'il faut pour faire une performance sur le marché de la bourse. Donc, vous voyez, on voit exactement ce qu'achète ChatGPT. Alors, il n'y a pas que de la technologie. Vous avez vu, il y a aussi de la pharmaceutique. Et là, on est sur Michael Burry, qui est celui qui avait prédit le fameux crack de 2008. Et là, on voit tout ce que Michael Burry achète comme action. Cette application est vraiment dingue, elle est gratuite. Je ne suis pas sponsorisé, ils ne savent pas du tout que j'existe. Ils n'en ont rien à faire de moi d'ailleurs, je me doute. Mais vous avez aussi des politiciens qui montrent... en fait, les politiciens ne montrent pas. En fait, ils sont obligés de publier les actions qu'ils achètent publiquement. Donc, vous voyez aussi, vous avez les grands fonds d'investissement, Warren Buffett, etc. Donc, super application que j'ai découvert. Moi, je vous encourage à aller voir ça, Autopilot. Et ça permet de comprendre aussi comment ChatGPT, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, ChatGPT peut tout à fait
agir comme un fonds d'investissement et vous sélectionnez les bonnes actions, les meilleures actions à acheter au meilleur moment. Vous savez que l'investissement, c'est pas toujours que acheter les bonnes entreprises ou les bonnes cryptos, c'est les acheter au bon moment, avec les bons montants et les revendre aussi au bon moment. Donc je crois beaucoup à ça. Je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider tous, le grand public, à performer le marché et à ne pas se prendre des gamelles en bourse ou en crypto. Alors, puisqu'on est sur l'IA, j'ai une nouvelle vraiment intéressante ici que j'ai trouvée, qui est le Japon. Donc le Japon incite les étudiants des écoles à comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle. Right? Comprehension of Artificial Intelligence dans toutes les écoles au Japon. Et ça, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Ça fait penser à deux choses. D'abord, le Japon, il faut le savoir, a une relation apaisée à la technologie. Vous savez, les robots ont été tout de suite développés dans les années 50. Les Japonais aiment les robots. Les Japonais aiment la technologie et ils n'y voient aucune menace pour l'humanité, pour leur société, pour les humains. Au contraire, ils y voient des assistants, ils y voient une complémentarité. Et je trouve ça intéressant. Le Japon s'engouffre littéralement dans l'IA en disant aux petits étudiants, aux écoliers, vous devez comprendre comment fonctionne l'IA pour vous en sortir dans la vie parce que c'est une aide essentielle. Il faut voir l'IA comme l'invention de l'électricité. Aujourd'hui, on a tous l'électricité courante. Eh bien, un de ces jours, on aura tous l'intelligence courante qui arrivera dans nos maisons, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, dans nos voitures, pour nous soulager et pour nous donner à réfléchir sur des choses peut-être encore plus essentielles. Je sais pas, on va voir. Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas de mettre des commentaires, me dire ce que vous pensez de cette avancée de l'intelligence artificielle, ce que vous pensez du Japon qui l'adopte. Est-ce que nous, en Europe, on devrait expliquer à tous nos enfants, à tous nos chères têtes blondes, comme on dit, ce que c'est que l'IA, comment utiliser l'IA, etc. Mettez des commentaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo aussi, ça m'encourage à en faire plus et ça nous donne de l'énergie. Donc voilà sur le Japon et en même temps, vous voyez ici, c'est très chouette comme nouvelle, c'est que Joe Biden et certains grands experts se sont réunis, alors je ne peux pas vous dire, je crois que c'était à San Francisco, pour faire un grand meeting sur l'intelligence artificielle, en fait pour faire une réflexion profonde sur la politique à mener face à l'intelligence artificielle. Et on sent que ça préoccupe énormément les États, et tant mieux. Je vous ai parlé de l'Union européenne qui va faire une réglementation européenne sur l'IA. Tant mieux, il serait temps vraiment que les hommes politiques se préoccupent de ça. Ça me fait penser, je vous ai retrouvé ici, Reagan et Gorbatchev. Donc ça, c'est les années 80. À l'époque, les années 80, la grande préoccupation des grandes puissances, c'était l'énergie nucléaire, c'était les bombes nucléaires. Et en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, devrait autant préoccuper les États que le nucléaire. Pourquoi ? Parce que, à l'instar du nucléaire, d'abord, ça peut rendre beaucoup de services. Le nucléaire a rendu beaucoup de services dans le civil. Ça a produit beaucoup d'électricité et ça a aussi énormément produit d'armes chimiques, d'armes nucléaires, qui sont un péril pour l'humanité. L'IA, c'est un peu les deux. Comme toutes les technologies, vous avez le meilleur et le pire, vous avez le bon et le mal. Mais à nous, humains, de nous saisir de ces technologies pour choisir ce qu'on va faire avec. Mais pour choisir, il faut les comprendre. C'est pour ça que nous donnons aussi des formations, c'est pour ça qu'on donne des conférences, qu'on fait ces vidéos. On veut que les gens comprennent qu'il faut s'intéresser à ces technologies. Sinon, ce sont ces technos qui vont s'intéresser à nous. Et ça me fait penser, vous voyez, dans les années 80, c'était ça, il fallait résoudre le problème du nucléaire. Eh bien, aujourd'hui, Biden et les autres, mais j'aimerais bien que ce soit ici Biden, et j'aimerais bien que ce soit d'autres pays que toujours les États-Unis, se disent, il est temps de réunir tout le monde et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec l'IA, comment on oriente l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est surtout pour la médecine? Est-ce que c'est pour l'éducation? Est-ce que c'est pour la recherche? Je n'en sais rien, j'aimerais bien participer à ces réflexions. Mais dernière chose, vous savez, je finis toujours ces vidéos par une petite astuce sur la finance décentralisée. Je vous amène sur ici un protocole qui s'appelle Lido, qui est le protocole de stacking le plus célèbre, pour vous dire que vous pouvez tout à fait, par exemple, stacker vos Ethers ici à quasiment 4%. Ça change un peu tous les jours, on est plutôt en moyenne de 4%. Ça veut dire quoi le stacking? C'est très important de comprendre que pour sécuriser la blockchain Ethereum, il faut verrouiller des Ethers, donc verrouiller de la crypto, et ça permet d'aider les validateurs à faire tourner Ethereum tout simplement. Ici, quand vous connectez votre wallet, vous impliquez directement vos Ethers dans le protocole qui est ici, c'est un smart contract, et vous gagnez 4% d'Ethers. Pour faire simple, c'est annuel, hein. Si vous mettez 100 Ethers, voilà, vous bloquez 100 Ethers ici, vous en gagnez 4 à la fin de l'année, mais c'est progressivement, hein. Vous gagnez 4 Ethers.
Aujourd'hui, 4 Ethers, ça vaut 2 fois 4, 8, ça vaut 8 000 $. Mais quand si l'Ether fait x2, ce qu'on espère tous, alors vous êtes à 16 000 $ de gain. Si l'Ether fait x3, vous êtes à x3. Si l'Ether fait x4, vous aurez gagné x4. Ce que je veux dire, c'est que les gains ici sont en Ether, ne sont pas en euros. Donc, plus vous gagnez d'Ether, que vous gardez évidemment, plus vous avez de chances de pouvoir les revendre avec une énorme plus-value. Parce que l'Ether pourrait effectivement monter fortement. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas une projection, faites vos propres recherches. Mais l'idée du stacking, c'est que vous bloquez des Ethers pour aider à la validation et vous en gagnez des nouveaux Ethers. Donc c'est une sorte de DCA, donc de dollar cost average. Donc c'est comme si vous achetiez un petit peu d'Ether, mais c'est gratuit, puisque vous les stockez ici dans un protocole. Il y a toujours le risque du protocole. Lido est vraiment le protocole le plus célèbre, le plus connu, qui ne comporte aujourd'hui que très peu de risques. Mais au bout d'un an, vous récupérez vos 100 Ethers. Bien sûr, vous les sortez du protocole, plus 4 Ethers de bonus. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous demande encore une fois de mettre un like et de commenter. Dites-moi de quoi vous voulez que je parle la prochaine fois. Dites-moi si ça vous a plu. Donnez-moi des idées, votre point de vue sur tout ça. Et je vous dis à ciao, à bientôt.